Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois Maître Molina, Raphaël du cabinet Influxio. Bienvenue Raphaël. Bonjour Valentin. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation Merci de l'invitation. et ravi de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Je pense qu'on peut déjà commencer par te présenter. Oui, bien sûr. Donc Raphaël. Voilà, donc moi je suis Raphaël Molina, cofondateur du cabinet Influxio, qui est un cabinet spécialisé dans ce qu'on nomme aujourd'hui la creator economy. Donc on accompagne notamment des influenceurs, des agences, des marques aussi qui veulent communiquer avec des influenceurs. Mais on fait aussi de manière plus générale de la propriété intellectuelle, on fait de la musique beaucoup. Et puis on fait aussi pas mal de droits des marques. Et nouvelles technologies, ça c'est grâce à notre nouvelle associée Maître Maria Berada qui vient de nous rejoindre. Mais voilà, on est 3 associés, Alexandre, moi et Maria. Et on accompagne les acteurs de la creator economy depuis 4 ans. Le marketing d'influence a pas mal évolué ces dernières années. Une nouvelle loi notamment a été votée il y a quelques années. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors, c'est vrai qu'effectivement, on est dans un secteur qui évolue tout le temps, depuis des années, qui arrive, je trouve, quand même à une certaine maturité, ce qui n'était pas le cas forcément avant. Et donc, effectivement, il y a eu, après la polémique qu'il y a eu autour de Booba, qui a fait avancer quand même le problème, et ce qu'on appelle des influx voleurs. À la suite de ça, on a eu une proposition de loi, justement, qui visait à réglementer une bonne fois pour toutes l'influence marketing. Même s'il existait des textes, mais si tu veux, c'était assez mal compris par les acteurs du secteur. Et l'objectif des députés, quand ils ont proposé cette loi, c'était de faire un corpus de règles qui pourraient être faciles à suivre par les créateurs de contenu, les marques et les agences, et qui leur permettraient de pouvoir savoir quel type de produits ils n'ont pas le droit de promouvoir sur les réseaux sociaux, quels sont ceux dont ils ont l'autorisation, mais sous condition et tout ce qui va concerner la contractualisation de leur activité entre eux, finalement, puisque on va avoir les annonceurs, les agences et les influenceurs qui vont travailler tous ensemble. Donc, effectivement, cette loi, elle est parue en 2023. Elle a été plutôt bien accueillie par le secteur, finalement. Et je pense que ça a vraiment aidé positivement le secteur à se structurer et à prendre conscience que, pour le mieux finalement, que c'est une véritable profession d'être influenceur et que maintenant l'influence commerciale, elle est définie par la loi et elle est reconnue en tant que telle. Et la France a été le premier pays européen à légiférer sur la question. Ok, donc selon toi, cette loi était vraiment obligatoire pour structurer le milieu aujourd'hui? Elle était très très utile puisqu'elle a donné, selon moi, un véritable cadre à l'activité d'influenceurs et d'agences d'influenceurs. Voilà, donc elle a eu effectivement du positif. La question, c'est évidemment, tout n'est pas rose et tout n'a pas été réglé à travers la loi, mais ça a eu le mérite de structurer le secteur et de le faire mûrir. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi consiste rapidement cette loi, dans quel pays aussi elle a été votée, et s'il y a vraiment des différences entre les pays? Nous, on a ouvert l'agence cet été en Espagne. Je sais que la loi est quand même assez différente là-bas. On remarque qu'il y a beaucoup de créateurs qui travaillent toujours avec des marques de très grosses fast fashion, avec des entreprises qui font plus ou moins polémique. Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a moins ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il en est en France et à l'étranger? C'est vrai que la France, comme je te le disais, ça a été vraiment précurseur en la matière. C'est un sujet qui mériterait d'être plus porté au niveau européen, bien qu'aujourd'hui on a un texte en Europe qui s'appelle le Digital Service Act, qui est un règlement européen qui s'applique donc dans tous les pays de l'Union européenne et qui vise justement à encadrer le fait de faire du commerce sur Internet. Donc de fait, le DSA s'applique aux créateurs de contenu, où qu'ils soient en Europe. Après, on a une loi influenceur qui est venue effectivement compléter sur certains aspects très spécifiques le DSA. Mais je pense qu'il y aura prochainement une réglementation spécifique aux influenceurs qui va aller encore plus loin que le DSA et qui va s'appliquer au niveau européen. Donc c'est pour ça que les pays, je pense, en Europe du moins, ont tendance à ne pas encore trop légiférer sur la question parce que, et à juste titre, elles pensent que l'Europe elle-même va réglementer
en la matière. Et d'ailleurs, en France, on a vu que des dispositions de la loi influenceur ont dû être modifiées parce que allant à l'encontre du DSA, et je le rappelle, la réglementation européenne est supérieure à la réglementation française. La France doit appliquer le cadre qui est européen. Donc effectivement, sur ta question de qu'est-ce qu'elle prévoit, cette loi influenceur, elle va définir qu'est-ce qu'un influenceur, qu'est-ce que l'influence commerciale, c'est-à-dire le fait de promouvoir des produits et services en contrepartie soit d'une rémunération, soit d'un avantage en nature, donc d'un cadeau. Elle va aussi encadrer les produits et services qui sont soit interdits, soit réglementés. Typiquement, tout ce qui va être chirurgie esthétique, ça a été purement et simplement interdit. Chirurgie esthétique, mais même acte de médecine esthétique. Donc ça va assez loin. Par exemple, le laser épilatoire est interdit. Maintenant, on ne peut pas en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Okay. Pourtant, il y a on voit plein encore de publicités autour des centres de laser, etc. Et pourtant, aujourd'hui, c'est interdit. Donc il y a encore une méconnaissance sur le sujet de beaucoup d'acteurs. Elle est venue aussi encadrer tout ce qui est produits financiers dangereux, tout ce qui va être crypto-monnaie, tout ce qui va être aussi paris sportif va être davantage encadré. Elle est venue, comme je te disais aussi, réglementer la contractualisation entre créateurs de contenu, annonceurs et agences. Aujourd'hui, quand on fait de l'influence commerciale, on se doit de rédiger un contrat avec des dispositions spécifiques qui ont été prévues par la loi directement. Et sur l'application de la loi française, c'est important de comprendre que la loi française, donc la loi influenceur, va s'appliquer à tous les influenceurs, ou quel que soit finalement leur lieu de domicile, à partir du moment où ils visent un public qui est notamment français. Donc les influenceurs qui sont à Dubaï Exactement. Ne sont pas protégés comme ils le pensent. Exactement. Après, il y a la question de l'application effective de la loi à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'ils sont à Dubaï qu'ils ne sont pas dans le giron du droit français. À partir du moment où ils communiquent sur un public français. Après, on a entendu beaucoup d'influenceurs qui pensent que parce qu'ils ne s'expriment pas en français, par exemple en anglais, ils visent pas un public français. Mais en fait, celle qui va faire le travail, c'est ce qu'on appelle la DGCCRF, c'est l'administration qui est en charge de ces questions-là en France, et elle va prendre un faisceau d'indices. Elle va pas prendre juste le fait, tu vois, de parler français ou anglais. Elle va prendre, par exemple, ta communauté, l'origine de ta communauté, par exemple. Où est-ce que tu t'es fait connaître finalement ? Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont partis à Dubaï, qui se sont fait connaître en France, et donc la DGCCRF va le voir. Si tu veux, elle va voir tes commentaires aussi. Est-ce que ton public, c'est un public français ? Donc, c'est pas la langue, si tu veux, d'expression dans la vidéo qui va compter. C'est tout un faisceau d'indices pour savoir, en fait, qu'est-ce que va viser la loi ? Elle va viser, est-ce que ces créateurs de contenu, leur public, finalement, c'est les Français ? Tu vois ? C'est ça qui va compter. Et quel que soit leur lieu de domicile. Ok, très clair. Du coup, est-ce que selon toi, en 2025, les contrôles de la DGCCRF vont s'accentuer ? Est-ce qu'il y a de nouvelles règles qui vont s'appliquer au milieu de l'influence ? Comment tu vois la chose sur cette nouvelle année ? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un avant et après loi influenceur. À partir de la loi influenceur, donc à peu près en juin 2023, à partir de la rentrée, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de contrôles qu'avant. La manière dont aujourd'hui la DGCCRF va contrôler, elle va vous envoyer concrètement une lettre en vous disant que vous allez faire l'objet d'un contrôle et qui va vous demander l'ensemble des contrats finalement qui ont été passés entre vous et les annonceurs. Donc elle va checker et elle va vérifier est-ce que les publications que vous avez faites sur les réseaux sociaux découlent bien de contrats, de contrats avec des annonceurs, ou alors est-ce que vous avez caché l'intention commerciale à travers vos publications. C'est là où la DGCCRF est le plus intransigeante, c'est justement sur cet aspect être transparent vis-à-vis du consommateur. Est-ce que mon avis que je donne sur un produit, c'est un vrai avis ou c'est un avis qui est rémunéré par une marque ? Voilà. Donc, il y en a de plus en plus des contrôles. Il y en a eu pas mal aussi en 2024. Il y en a eu là en 2025 également. C'est des contrôles en général qui donc prennent la forme effectivement d'une première lettre, d'un entretien directement dans les locaux de la DGCCRF. Et à l'issue de cet entretien, qui est le plus souvent
réalisé avec un avocat à côté, puisqu'en général, il faut se protéger quand même. Mais à l'issue de ce contrôle-là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir soit la DGCCRF va abandonner les poursuites, soit elle va faire une injonction, le plus souvent à l'influenceur, d'arrêter ses pratiques. Donc voilà, elle ne va pas forcément lui mettre une amende, c'est ce qu'on remarque le plus souvent, mais, et c'est là où finalement elle va faire le plus mal, c'est elle peut demander à l'influenceur de mettre les fameuses vignettes qu'on a vues sur des gros comptes, sociaux, ouais. voilà, sur lesquels tu vas avoir cet influenceur a fait l'objet d'un contrôle, il lui a été enjoint de se mettre en conformité. Et aujourd'hui, c'est la doctrine de la DGCCRF, c'est de se dire on fait de ce qu'on appelle du name and shame en anglais, c'est-à-dire le fait de pointer du doigt un influenceur sans lui mettre de sanctions financières, mais le fait de le pointer publiquement du doigt, ça va avoir un pouvoir suffisamment impactant pour justement faire en sorte qu'il se mette en conformité. Et je ne suis pas loin de penser que c'est une excellente idée. Par contre, c'est vrai que ça peut être très dommageable pour la réputation de l'influenceur, surtout que certains ne sont pas coupables finalement, et ils l'ont été un peu injustement par la DGCCRF. Et dans ces cas-là, devoir afficher une telle vignette, c'est vraiment très très dommageable pour eux en termes de réputation. On va avoir une communauté qui va se sentir flouée, on va avoir des annonceurs qui vont être beaucoup plus méfiants, donc ça peut être très très lourd pour l'influenceur. Et donc c'est pour ça que il est vivement recommandé d'être accompagné d'un avocat qui va non seulement vous défendre durant le contrôle des DGCCRF, mais si la DGCCRF maintient ses accusations et qu'on a des vrais éléments pour contester la décision, eh bien, de tout simplement faire une procédure devant les tribunaux administratifs qui, eux, auront le pouvoir de suspendre l'action de la DGCCRF. Oui, comme tu le disais, effectivement, un créateur qui se fait épingler par la DGCCRF, Ouais. qui doit poster ce post justement d'autodénonciation, si on peut dire ça comme ça, c'est limite plus dommageable pour lui qu'une amende. Parce qu'in fine, il perd sa communauté, il va perdre des annonceurs, comme tu le disais. Limite pour lui, c'est mieux de payer une amende. Ah oui, c'est clair. Donc effectivement, je comprends que pour... Et ça, nous, à chaque fois qu'on le négocie en contrôle, on arrive à l'obtenir, justement, le fait que potentiellement, est-ce que c'est pas possible de payer une amende plutôt que d'afficher ça et notre objectif, nous, en tant qu'avocats, c'est convaincre la DGCCRF que c'est soit un oubli de la part d'un influenceur, soit une incompréhension de la loi. Et la plupart du temps, c'est ça. Alors, il y a évidemment des influenceurs qui l'ont fait dans une intention, justement, de tromper le consommateur, mais c'est rare. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart du temps, c'est juste des influenceurs qui ont omis de le faire en toute bonne foi ou qui n'avaient pas compris à quel moment ils devaient le faire. Voilà. Donc, c'est pas tout noir ou tout rose, c'est entre les deux. Si tu veux, en général, c'est la zone grise. Et donc, c'est là où notre intervention va avoir un intérêt. Ok, merci pour ces précisions. Rentrons maintenant dans le concret. Selon toi, quelles sont les erreurs fréquentes qu'on peut voir quand un créateur de contenu débute sur les réseaux sociaux, qu'il n'est pas forcément accompagné, que ce soit par une agence ou par un agent quels sont les cas les plus fréquents que tu peux voir Alors moi, ce que je vois de manière générale chez les créateurs de contenu, c'est qu'ils sont très très focus sur leur activité de créateur, ce qui est légitime, mais ils ont une sorte de phobie administrative un peu. C'est ce que je remarque. Et donc en fait, quand on n'a pas la chance finalement d'avoir un agent qui va s'occuper de son activité, on peut être un créateur indépendant, mais dans ces cas-là, il faut redoubler de vigilance. Parce que ceux qui s'occupent du juridique, quand on est créateur de contenu et qu'on a un agent, c'est son agent. Quand on n'a pas d'agence et qu'on est indépendant, on n'est pas baqué de ce côté-là. Et donc, on va signer des contrats finalement sans les comprendre forcément et sans comprendre ce qu'on va signer. Et donc, nous, on rattrape finalement à la petite cuillère des créateurs de contenu qui ont signé des choses qu'ils n'ont pas compris sur le moment et qui ont des impacts extrêmement dommageables sur la suite, ne serait-ce qu'en matière de propriété intellectuelle ou de non-concurrence. Donc, ou de non-paiement aussi de la marque. Voilà. Donc, ce que je remarque, c'est déjà le fait qu'ils signent des contrats sans les lire forcément, déjà, ceux qui sont indépendants ou qui se lancent. Donc, il y a une incompréhension finalement des enjeux juridiques de leur activité.
Et les enjeux juridiques ne sont pas à mettre de côté comme étant quelque chose de simplement lourd et de pas forcément utile, finalement. C'est comme, je peux comparer ça à quand tu vas en voiture. Oui, c'est pénible de mettre une ceinture de sécurité, mais il faut une ceinture de sécurité, si tu veux. Voilà. Ce qu'ils font aussi, ce que je remarque aussi, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle, où là aussi, il y a souvent, quand ils sont indépendants, encore une fois, des négociations qui sont beaucoup trop larges de leurs droits de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils vont laisser la marque faire finalement ce qu'elle veut avec la propriété intellectuelle de leur contenu. Et pourtant, ça, c'est quelque chose vraiment de central, parce que ce qu'on vend finalement aux marques, c'est sa propriété intellectuelle. Voilà. Et son image. Ça va être les deux. Ça va être l'image qu'on a sur les contenus et les droits d'auteur qu'on peut détenir sur ces contenus. Donc, si on les néglige finalement et qu'on considère que c'est secondaire, on ne comprend pas au final qu'est-ce qui est le cœur de son business en tant que créateur de contenu. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que, effectivement, il y a pas mal de... Comment dire il y a parfois des créateurs de contenu qui réagissent mal quand ils se sentent attaqués par quelqu'un et ils vont utiliser leurs réseaux sociaux pour régler leur compte. Très fréquent. Voilà. Or, c'est la pire des choses à faire, puisque en général, quand on fait ça, on le fait mal et on s'expose à avoir des procédures en diffamation contre soi. Donc, en fait, c'est vraiment le coup du boomerang, ça nous revient dessus. Et donc ça, c'est quelque chose que je vois fréquemment. Moi, ce que je conseille aux créateurs de contenu, c'est même si c'est très tentant au final, puisqu'on sait qu'on a une caisse de résonance et qu'on pense avoir un moyen de pression, il faut pas se servir des réseaux sociaux pour régler ses comptes en fait, avec les gens avec lesquels on est en délicatesse, tu vois. Il faut vraiment utiliser ces réseaux que pour soit créer du contenu, soit promouvoir des produits et services. Mais pour faire ça, finalement, c'est la pire des choses parce que ça nous revient systématiquement dessus ou d'une manière ou d'une autre, si tu veux. Voilà, donc c'est à peu près les trois choses que j'identifie comme étant les principales problématiques des créateurs. Comme tu le sais, j'ai une agence d'influence où je représente des créateurs de contenu. Ouais. On a souvent eu le cas de plusieurs créateurs qui sont revenus vers nous des années après en disant qu'ils avaient un problème au niveau des impôts parce qu'ils avaient forcément mal déclaré des revenus, etc. Alors ça, évidemment, c'est plus un job de comptable. Mais aujourd'hui, comment tu pourrais conseiller un créateur par rapport à la déclaration de ses revenus, que ça soit aussi bien ses revenus côté influence que ses revenus côté plateforme. Énormément de créateurs, de ce que j'en ai compris, outrepassent le fait de déclarer des revenus de la monétisation TikTok, par exemple, sauf que ce sont des vrais revenus. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là ? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, beaucoup ne déclarent pas tous les revenus qui proviennent notamment effectivement de la monétisation, des cadeaux aussi, etc. Et pourtant, je les mets en garde parce que même si aujourd'hui les contrôles ont été relativement rares là-dessus, ça ne veut pas dire qu'ils ne le seront pas à l'avenir. Or, il ne faut jamais oublier que l'administration fiscale a un délai de prescription de 3 ans. Elle peut revenir 3 ans en arrière. Donc, il faut être méfiant quand même là-dessus. Et il faut s'intéresser, là encore, à comment marche fiscalement son activité. Voilà. Quand vous gagnez de l'argent, vous devez, d'une manière ou d'une autre, le déclarer. Il n'existe pas d'activité dans laquelle vous gagnez de l'argent et vous n'avez pas à le déclarer. Donc, si vous ne savez pas comment déclarer vos activités, soit vous vous tournez vers un comptable, soit ce qui n'est pas forcément son travail, à la base. Eux, normalement, ils font de la comptabilité. Ils ne font pas du conseil fiscal. Il y en a qui le donnent et sincèrement, parfois, ça tombe à côté. Même si ça a l'air vrai, ce n'est pas forcément vrai. Voilà. Donc, en général, soit demander à son comptable, soit à un avocat fiscaliste. Et c'est lui qui va vous conseiller et qui va vous dire, voilà, telle chose, tu le déclares comme ça, et telle autre, tu le déclares ainsi, si tu veux. Et donc, il ne faut pas oublier les grandes règles aujourd'hui. C'est vraiment, on gagne de l'argent, on le déclare comme du revenu. On gagne des cadeaux, on est rémunéré en cadeaux. On prend la valeur marchande du produit telle qu'elle est affichée finalement publiquement. Et on va la considérer comme du revenu supplémentaire. Voilà. Donc, on va transformer, si tu veux, par exemple, une paire de Nike qui va coûter 200 €, tu vas la recevoir, tu vas faire sa promotion sur les réseaux sociaux, tu prends ce montant-là et tu le rajoutes à ton chiffre d'affaires quand tu es indépendant. Et ça va venir
augmenter finalement ton chiffre d'affaires et donc ta base imposable. Je comprends parfaitement le fait que ça puisse sembler injuste de devoir payer des impôts sur des cadeaux. Oui, sur du matériel finalement. Sur du matériel. Je le conçois parfaitement. C'est un sujet dont Bercy a été informé plusieurs fois. Est-ce que ça changera? Sincèrement, je ne sais pas. Mais c'est un vrai sujet si on veut continuer à encourager cette pratique dans le milieu. On ne peut pas faire le parallèle entre l'activité d'influenceur et une activité plus classique où tu gagneras un cadeau de temps en temps et donc effectivement tu as l'idée de oui, il faut le déclarer comme un avantage en nature. L'activité d'influenceur, elle est basée, en tout cas jusqu'ici, elle était quand même basée sur la notion de dotation. Il y avait vraiment un échange win-win entre des marques qui disaient je t'offre ce sac, toi tu mets en avant voilà. Et t'as le sac. Exactement. Je comprends la logique de devoir le déclarer puisque effectivement ça reste un avantage et donc il faut être voilà. Néanmoins, il me semble pas raisonnable quand même de mettre sur le même plan ça qu'une rémunération classique parce qu'on ne peut pas vivre de sacs qui nous sont envoyés. Pour payer le loyer, c'est un peu difficile. C'est exactement, c'est toute la différence pour moi. Et donc c'est en ça que le régime ne peut pas pour moi être le même. Et d'autant que c'est encore une fois méconnaître la manière dont ça fonctionne. Mais après, ça va pousser les marques à soit arrêter l'influence, les créateurs refuseront, et ce qu'elles font de plus en plus, refuseront tout simplement les cadeaux. Ou alors, ça poussera les marques à rémunérer, ce qui peut être peut-être aussi pour le mieux, les créateurs de contenu à la place de leur envoyer des cadeaux. Voilà. Et puis, si on veut éviter de payer les impôts, bah, tout simplement, on reçoit un cadeau, on le renvoie. Voilà, même si c'est rageant, j'ai envie de dire, mais si on veut ne pas être considéré comme ayant bénéficié d'un avantage en nature, il reste toujours l'option de renvoyer le cadeau à la marque. Voilà. Donc, un conseil, encore une fois, pour les gens qui profitent effectivement d'avantages en nature, c'est de toujours demander à la marque le prix de la valeur marchande du produit et encore mieux de l'inscrire dans le contrat. Voilà. Donc, quand on va avoir un contrat avec rémunération et qu'on va avoir l'influenceur fera l'objet, effectivement, aura droit à un cadeau, en plus du nom du sac, on va mettre la valeur du produit. C'est beaucoup plus simple pour le créateur, pour lui, en cas de contrôle, justifier du cadeau. Non, mais c'est très clair et on remarque aussi que beaucoup de créateurs commencent à refuser l'échange de gifting. Ouais. On a une créatrice qu'on représente à l'agence qui était invitée par une célèbre marque de make-up à Los Angeles. Donc le deal était hyper sympa. Billets en première classe, taxi qui vient te chercher chez toi dès le départ. Enfin, vraiment tout pris en charge. Au niveau du contrat, on a remarqué que le projet était évalué à un peu plus de 10 000 euros. Effectivement, la créatrice s'est dit qu'elle allait refuser parce que aujourd'hui, ajouter ça comme une rémunération, comme si elle avait vraiment touché, c'est impossible. C'est impossible. Et puis en plus de ça, encore une fois, il faut payer ses impôts. Bien sûr. Et le paiement, il ne se fait pas en sac. Bien sûr. Donc tu es obligé de sortir une somme d'argent. Et donc si tu ne reçois que des cadeaux, concrètement, tu n'as pas l'argent, si l'influence n'est que ta seule source de revenus, de payer tes impôts. Donc il y a quelque chose clairement qui ne va pas, en fait. C'est clair et net. Voilà, donc moi je donne le cadre, mais je suis absolument pas d'accord avec la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. Il y a clairement un problème, il faut que ça change et j'espère que le fisc Bercy comprendra ça et essaiera de modifier les pratiques actuelles. Tu parlais contrat juste avant. À ton avis, quelles sont les clauses les plus importantes à vérifier dans un contrat quand on est créateur de contenu aujourd'hui ? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, c'est bien vérifier ses obligations en tant que créateur de contenu, parce que généralement, les marques... Ce qu'on va appeler les livrables. Voilà, finalement. Exactement, parce qu'elles ont tendance à donner des obligations qui peuvent être très larges aux créateurs de contenu, trop larges. Voilà. Et en fait, il faut bien penser que si ça se passe bien, en général, il n'y a aucun souci, on ne va pas revenir sur le contrat. Là où on va revenir sur le contrat, c'est si ça se passe mal. Et si ça se passe mal et qu'on a des clauses qui sont floues, qui sont trop larges, qu'est-ce que va faire la marque finalement ? Elle va se servir de ça pour résilier le contrat à tes torts. Voilà. Et donc, au tort exclusif de l'influenceur. Et donc ça a pour conséquence assez dramatique
de dire à l'influenceur, une fois qu'il a fait le contenu, bah, je ne te paye pas en fait. Voilà. Donc il faut impérativement faire en sorte que on vérifie ses obligations en tant qu'influenceur pour qu'elles ne soient pas trop larges. On va vérifier aussi cette fameuse clause de résiliation pour ne pas laisser à la marque trop de latitude pour pouvoir, dans un claquement de doigts comme ça, sur sa simple volonté, quitter le contrat. On va vérifier aussi tout ce qui va être propriété intellectuelle, puisque là encore, comme je le disais, les droits d'auteur sur ces contenus, il faut les préserver comme un trésor finalement. Faut les donner qu'au compte-gouttes et vraiment, il faut être presque radin là-dessus. Tu vois, il faut être dans cette attitude-là plutôt qu'être d'être dans l'attitude inverse en se disant allez, hop, comme ça j'ai le deal, je lui donne pour toute la vie et puis basta. Et puis il faut aussi faire attention évidemment à la clause de rémunération. Et bien indiquer quand est-ce que l'influenceur sera payé, sous quelles conditions, et s'il n'est pas payé, quelle sera la sanction financière pour faire en sorte, là encore, que si l'influenceur n'est pas payé ou mal payé, pas dans les temps, il puisse y avoir une pénalité de retard, par exemple. Tu vois. Donc, il y a plusieurs clauses. Ça, c'est les clauses majeures. Après, il peut y avoir d'autres clauses qui peuvent être plus pernicieuses, notamment sur de la non-concurrence, de l'exclusivité, sur lesquelles il faut être très, très vigilant également. Mais voilà, c'est principalement ces clauses-là qui sont importantes à surveiller. Merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Une autre question que beaucoup de créateurs se posent aujourd'hui, à partir de quand il faut créer une activité d'auto-entreprise, voire même passer en société, comment ça se passe, même si un créateur aujourd'hui a un CDI à côté, etc. Comment ça se passe un petit peu sur cette partie statut? Ouais, alors moi je trouve que pour commencer, l'auto-entreprise c'est très bien. Hein, c'est micro-entreprise plus exactement maintenant. C'est très bien parce que fiscalement c'est hyper attractif, hein, faut pas se le cacher. Même s'il y a un plafond, hein, au-delà de 70 000 et quelques, on doit commencer à passer en vraie entreprise. Et puis c'est très simple à faire. Il y a une comptabilité qui est réduite au minimum. Donc la micro-entreprise, c'est vraiment le mieux quand on se lance. À partir de quand on va devoir créer sa micro-entreprise? On va devoir créer sa micro-entreprise quand on a fait plusieurs prestations la même année d'influence. Voilà. Donc quand c'est pas genre une fois, si tu veux. Quand on sent qu'il y a une récurrence qui commence à être là, il faut créer sa micro-entreprise et il faut payer ses impôts. Et puis en plus de ça, la première année, normalement, on bénéficie de l'ACRE, qui est un dispositif qui permet de payer encore moins d'impôts que les années d'après. Et puis quand on voit qu'on commence à dépasser ces plafonds qui sont limitatifs, pratiquement. voilà, exactement. Quand on commence à avoir pas mal de charges et qu'on veut pouvoir équilibrer tout ça, là, il faut passer en société parce que ça va nous permettre de pouvoir faire tout ça, de pouvoir aussi gérer quel argent je vais garder dans la société, quel argent je vais distribuer, de pouvoir faire cet arbitrage-là. Donc, ou par exemple, si on a un associé, évidemment, sur son projet, là aussi, l'entreprise va être essentielle. Et puis, on va créer soit ce qu'on appelle une SASU, c'est-à-dire une SAS unipersonnelle, soit une SARL unipersonnelle, ce qu'on appelle EURL. Voilà, donc on va créer soit une SASU, soit une EURL. En fonction, ça c'est vraiment, là pour le coup, c'est un arbitrage fiscal qui dépend de chacun. Mais en fonction de ça, on va créer cette structure-là et on va exploiter son activité. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est dans un temps 2, après avoir validé son activité d'influenceur et la récurrence qui va avec. Donc en général, ça correspond quand même bien à des influenceurs qui commencent à rentrer en agence. Parce qu'en fait, c'est en agence, ça veut dire qu'ils ont quand même une certaine maturité, ils ont quand même quelque chose à vendre, ils ont une vraie profession derrière ça, ils ont lâché leur activité actuelle. Et puis, sur ta question de avoir une activité d'influenceur et un CDI, c'est tout à fait possible à partir du moment où on en informe quand même son employeur. Et évidemment, où on ne va pas faire ça sur son temps de travail et où on ne va pas aller faire concurrence à son employeur. Donc, on ne va pas manquer de loyauté à son entreprise en vendant un produit Nivea alors qu'on travaille, je ne sais pas, dans une autre marque, tu vois, de cosmétiques. Voilà. Ok, très clair. Avant de conclure, je voulais qu'on parle d'un sujet qui, je pense, nous passionne tous les deux. Ouais. C'est l'intelligence artificielle. Ouais. On le voit un petit peu partout. J'ai encore vu là récemment qu'il y avait de nouvelles fonctionnalités sur ChatGPT qui permettaient limite de remplacer un graphiste. Enfin, ça devient vraiment quelque chose de très important aujourd'hui.
qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Mhm. Euh, Est-ce que cela peut menacer aussi euh, en partie la profession? J'ai vu qu'il y avait maintenant même des TikTokers ou des YouTubers qui sont vraiment faits 100% à l'IA. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? Moi, je pense qu'effectivement, en ce qui concerne les influenceurs, pour rester dessus, je pense pas que ce soit une menace en soi. Je pense que c'est un contenu qui va s'ajouter. On va avoir encore plus de contenu qu'on avait aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura toujours, à mon sens, une prime à l'humain, si tu veux. Certes, il y aura des créateurs de contenu par IA, mais les gens, pourquoi les influenceurs, ils influencent, tu vois. Et une IA a un pouvoir d'influence qui est beaucoup moindre qu'un vrai humain, tout simplement. Donc je pense que les influenceurs, ils gardent quand même une longueur d'avance en tant qu'humains. Mais c'est vrai que là, il va y avoir une prime aussi aux créateurs de contenu qui vont mettre leurs pattes humaines sur leur contenu. Et donc ceux qui font du contenu où ils n'apparaissent pas, par exemple, peut-être que ceux-là seront les plus menacés, si tu veux, parce que l'IA effectivement permet de générer des contenus extraordinaires, mais je pense que les plus préservés sont les créateurs de contenu qui apparaissent effectivement sur leur contenu. Donc sur ça, je pense qu'il y a peu de doute. Après, sur effectivement la question de la propriété intellectuelle, c'est un vrai sujet aujourd'hui. On a vu effectivement cette déferlante des images générées style Ghibli. C'est pas illégal hein, de faire ça, de s'inspirer du style d'un artiste pour en faire une autre exploitation. Ce qui n'est pas autorisé, si tu veux, c'est de reprendre des éléments existants de propriété intellectuelle que toi et moi, on pourrait par exemple reconnaître. Donc par exemple, tu vas avoir une image Ghibli, si par exemple tu reprends un élément qui est connu, par exemple le loup dans La Princesse Mononoke, tu vois, que tu vas reconnaître sur un autre contenu, là c'est du vol de propriété intellectuelle, là c'est du vol de droit d'auteur. Mais si tu prends une image qui est dans le style Ghibli, mais dont on peut rien reconnaître finalement, qui est préexistant, dans ces cas-là, aujourd'hui, le droit français nous permet de le faire sans s'exposer à des risques de contrefaçon. Je pense que ça devrait être amené à évoluer parce qu'on voit bien quand même le problème. Moi, je serais patron du studio Ghibli. Sincèrement, je trouverais que c'est du vol. Tu vois, même si la loi effectivement l'autorise, c'est quand même rageant d'avoir travaillé toute une vie et de voir des utilisateurs qui vont faire n'importe quoi avec son style. Tu vois. S'il y a un style, c'est bien qu'il y a une patte, il y a quelque chose, tu vois, qu'il y a quelque chose de protégeable derrière ça. Donc il est clair que l'intelligence artificielle, pour moi, ne devrait se baser que sur des choses qui sont libres de droit. Libres de droit. Voilà, pas sur des choses qui sont protégées par les droits d'auteur. Et aujourd'hui, on assiste au plus grand vol de propriété intellectuelle qui a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Les IA type ChatGPT, par exemple Gemini, Grok, etc. Elles ont moissonné tout ce qu'il y avait sur le marché et elles se sont dit on fait comme ça et puis on attend les procédures. De toute façon, ils ont tellement les reins financièrement qu'ils sont prêts à se prendre plein de procédures. Ils considèrent que ce qui compte, c'est leur produit et leur produit avant tout. Donc, pour moi, je suis intimement convaincu qu'on va en revenir de ça. C'est-à-dire que là, on a vu le maximum, mais que les ayants droit vont avoir leur revanche. Mais que c'est qu'une histoire de temps. Comme on a eu la revanche des ayants droit quand on a eu, au début des années 2000, le peer-to-peer avec la musique, où il y a eu un moment où tout le monde téléchargeait illégalement. C'est clair. Voilà. Et puis au final, les plateformes comme Spotify et Deezer, bon an, mal an, elles ont réussi à remettre un cadre là-dedans. Elles ont réussi à retrouver une manière d'avoir un business, un modèle économique qui soit viable tout en respectant les ayants droit. Et je pense qu'on assiste exactement à la même chose, c'est-à-dire là on a une explosion de tout ce que peut faire l'IA, mais qu'on va en revenir petit à petit avec des ayants droit qui vont trouver leur place là-dedans. Et donc en fait les graphistes, je pense que les graphistes n'ont pas dit leur dernier mot, si tu veux. Parce que je pense que l'IA va être à terme beaucoup plus limitée que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'elles ne pourront plus s'inspirer de choses
ne sont pas, qui sont protégés par le droit d'auteur. Donc ça va limiter beaucoup plus finalement les capacités de l'IA générative, parce que si tu te bases plus que sur un corpus, que sur une base de contenu gratuit, c'est beaucoup moins intéressant. Tu n'as qu'à aller sur Getty Images, tu vois, où tu sais, les banques de photos gratuites, bien sûr. elles sont pourries, les photos gratuites, C'est la clair. plupart du temps, par rapport aux photos payantes. Bon, bah, c'est ce qui risque d'arriver à terme. On risque d'avoir des IA qui, certes, génèrent toujours du contenu, mais du contenu qui a que très peu d'intérêt. Or là, aujourd'hui, elle génère du contenu exceptionnel parce qu'elle se base sur des choses qui relèvent du droit d'auteur. Tu vois ? Et je pense que ça va être la même chose pour tous les types de contenus, pas simplement l'image. Parce qu'aujourd'hui, un contenu généré par une IA, Ouais. qui en est vraiment le propriétaire? Est-ce que c'est le créatif ou c'est l'IA? Alors, c'est ni l'IA, ni le créateur. Pourquoi ? Parce que les droits d'auteur en France, ils sont protégés, ils protègent l'empreinte humaine, l'empreinte de la personnalité d'un humain. Seul un humain peut être auteur. Une machine ne peut pas être auteur. Ok. Donc à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas un apport significatif de la part d'un humain sur le contenu, eh bien il ne peut pas être protégé par le droit d'auteur. Donc ça veut dire que, imaginons que tu génères un logo pour ta boîte avec ChatGPT. Si tu n'es pas capable de démontrer que tu as modifié ce logo-là ou que tu as fait un prompt extrêmement précis, Oui, qu'il n'y a pas d'intervention humaine voilà, qu'il n'y a derrière, pas une vraie intervention sûr. humaine, mais pas même à la marge, une vraie intervention, ton logo n'est pas protégé par le droit d'auteur. Voilà. Et ça, c'est clair et net. Ok, on voit beaucoup de deepfakes aujourd'hui naître grâce à l'IA, des personnalités publiques qui sont totalement... je vais le refaire. On voit de plus en plus de deepfakes aujourd'hui avec des personnalités qui prennent la parole sur des sujets alors Ouais. qu'ils ne sont jamais exprimés dessus. Qui risque quoi dans ces histoires-là? Parce que des fois, on voit des choses qui sont quand même assez graves. Aujourd'hui, grâce à une IA, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quel créateur. Quels sont les risques et qui risque quoi dans ce genre de cas? Bah, normalement, c'est illégal de reprendre l'image de quelqu'un pour tromper les autres, le deepfake. On ne peut pas l'utiliser comme ça, normalement. Et c'est un vrai problème. Et c'est un problème d'autant plus grave quand il n'est pas juste à but humoristique, mais qu'il est à but commercial, par exemple. Là, on a un vrai problème. Donc aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est illégal. Mais le problème, c'est la profusion. En fait, c'est toujours le même problème. C'est le même problème qu'on a avec les influx voleurs, tu vois. C'est que, en fait, Internet, ça va tellement vite que la justice, aujourd'hui, n'a pas les capacités d'agir assez rapidement. C'est trop lourd, c'est trop compliqué, c'est pas adapté, en fait, tu vois. C'est adapté au monde qu'on avait au XXe siècle. Là, ça va trop vite aujourd'hui. Voilà, là, ça va trop vite. Tu as une story, elle dure 24 heures, c'est terminé, au revoir, on la voit plus jamais. Et donc ça, on peut faire des choses, si tu veux, mais les moyens sont disproportionnés par rapport à la réalité. Donc oui, tu es victime d'un deepfake, tu peux porter plainte, tout à fait, mais ça va prendre du temps. Ça peut aboutir, hein, évidemment. Tu peux avoir des enquêteurs qui se mettent sur le dossier, surtout si c'est quelque chose quand même d'assez grave, mais ça va prendre un temps qui paraît infiniment plus long à la victime que le dommage qui a pu avoir lieu en quelques heures, si tu veux. Et ça, je vois mal comment on va arriver à faire mieux parce que on n'a pas les moyens, en fait. On manque de moyens. La justice et les forces de l'ordre aujourd'hui manquent de moyens concrets et de gens formés pour pouvoir lutter contre les dérives sur Internet qui sont ultra rapides, ultra ciblées, souvent anonymes. Donc c'est un vrai problème. Merci beaucoup, Raphaël. Avec très grand plaisir, Valentin. Dans ce premier contenu un petit peu interview. Ouais, merci d'être le premier alors. L'idée, c'est de pouvoir couvrir tous les sujets de la créateur économie. Je trouvais que le sujet juridique était hyper important à aborder. Si vous avez des questions juridiques, n'hésitez pas à contacter Raphaël et le cabinet Influxio. Tous les liens sont en description. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Merci à tous.